Sud Radio, le débat de la semaine. Ce pays est-il encore gouvernable? C'est la question qu'on a déjà posée, qu'on continuera à poser tant qu'il n'y aura pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale, tant qu'aussi on sera face à la menace de grève, en tout cas, ou de manifestation, comme ce que semblent annoncer certains syndicats à l'approche de la présentation du projet de réforme de retraite au début janvier, au retour des vacances par le gouvernement. Pour en débattre, nos trois invités. Prisca Thévenot, bonjour à nous. Bonjour à vous. Pardonnez-moi. Député Renaissance des Hauts-de-Seine. Bonjour à vous, Ségolène Amiot. Bonjour. Député France Insoumise NUPES de la Loire-Atlantique. Et nous sommes également en direct sur Sud Radio avec Pierre-Romain Thionnet. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes président des Jeunes du Rassemblement National. Bienvenue également à vous sur Sud Radio. Pour commencer d'abord, et c'est un record, on s'y attendait pas, en tout cas au début de cette année, avant même les élections législatives, un article 49.3 déclenché par la Première ministre Elisabeth Borne pour la 10e fois en quelques semaines. C'est pour ainsi dire un marathon législatif de 49.3. Qu'est-ce que cela dit de l'état du dialogue politique en France, Prisca Thévenot? Je vais le redire, ça fait plusieurs fois que je le dis, mais effectivement, je vais le répéter. Que des oppositions ne votent pas le budget d'une majorité, ce n'est pas nouveau. Par contre, c'est vrai que c'est la première fois qu'on en parle dans le débat politique national. Il y a plein de municipalités, plein de départements, plein de régions où effectivement les oppositions ne votent pas le budget. Je fais moi-même partie d'une opposition à la région Île-de-France. Pourquoi ? Parce que effectivement, c'est valider le programme de la majorité. Maintenant, nous, en tant que majorité présidentielle, nous avons cette responsabilité de faire adopter ce budget, tout simplement pas pour nous, pas pour faire plaisir à Emmanuel Macron et à Elisabeth Borne, mais parce que nous avons besoin de ce budget pour mener des politiques publiques sur l'année à venir. Donc je pense que plutôt que de polémiquer en vain sur l'utilisation d'outils législatifs pour faire passer un budget pour les Français, je pense que l'enjeu c'est plutôt de se projeter en dehors de ce temps budgétaire pour savoir comment le reste des textes vont pouvoir passer. Alors, qui dit article 49.3 déclenché par la majorité, dit motion de censure presque automatique déposée par la France Insoumise notamment, que vous soutenez évidemment, Ségolène Amiot. Évidemment, en effet. Et je rejoins effectivement ma collègue sur le fait que, en effet, il faut passer des textes budgétaires après, et que le rôle de l'opposition, c'est effectivement de ne pas forcément soutenir la majorité dans son programme. Il se trouve quand même que aujourd'hui, le paysage législatif de la France et le paysage représentatif de la France a changé. La majorité n'est plus majoritaire et que justement, je pense que les Français ont envoyé un signal fort en disant qu'il fallait un peu les écouter au-delà du programme présidentiel. Alors, dans ce cas-là, on écoute qui, justement? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de lassitude aussi pour les Français à entendre article 49.3 d'un côté, motion de censure de l'autre, Pierre-Romain Thionnet? Oui, moi, je crois également que le gouvernement, la majorité, a du mal à admettre le verdict des urnes des législatives de juin dernier. Il y a toujours cette idée que le président de la République a été élu et le budget avec. Mais le budget, c'est pas au moment de l'élection présidentielle qu'on le fait, c'est la représentation nationale à l'Assemblée nationale. Et en l'occurrence, en effet, la majorité n'a qu'une majorité relative. Donc là, je rejoins mes collègues de la France Insoumise. Et donc, à partir de là, le gouvernement décide de passer en force et de faire du 49.3 une pratique presque anodine et normale de la démocratie. Mais je vois d'ailleurs, c'est un de vos collègues, Madame Thévenot, qui l'a dit dans Libération. Certes, c'est légal le 49.3, mais ce n'est pas normal dans une démocratie de l'utiliser avec une telle forme d'outrance. Est-ce que vous voteriez, si vous étiez député, la motion de censure déposée par la France Insoumise? Nous l'avons dit, pour ce coup-ci, nous ne la voterons pas. En revanche, s'il y a d'autres sujets sur lesquels je crois cela se tient, le Rassemblement national a déjà voté une motion de censure déposée par la NUPES. Mais en l'occurrence, je pense qu'il y a un abus de la part de la majorité sur le 49.3. Il y a aussi peut-être un abus du côté de la NUPES sur le dépôt de motion de censure. Et il risque de perdre de sa valeur à force d'être utilisé à tort et travers. Vous vous abstiendriez, en tout cas vous ne soutiendriez pas ce... Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre vouloir être dans l'opposition à un gouvernement ou à une majorité et en même temps ne pas voter ou ne pas appeler ses députés à voter pour que ce gouvernement soit renversé? C'est ce que nous l'avons déjà fait. Une fois, nous avons l'occasion de le faire. Arrêté. Vous en êtes lassé. Bien sûr, mais tout dépend les sujets, l'importance des sujets. Et sur la loi, on va en parler tout à l'heure pour les retraites. Nous l'avons dit que nous serions prêts à voter n'importe quelle motion de censure. Mais en l'occurrence, on peut dire que nous sommes une opposition cohérente et totale parce que nous votons
nous déposons des motions de censure et nous votons celles de groupes qui ne sont pas forcément de notre bord politique. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, de la NUPS ou de la France Insoumise. Alors justement, la transition est toute trouvée. D'ailleurs, je rappelle que vous pouvez nous appeler 0826 300 300. Est-ce que, d'une part, vous qui nous écoutez, vous vous attendez à une rentrée sociale chargée avec des manifestations ou alors des mouvements de grève en janvier, juste après la proposition de projet de réforme des retraites? Et est-ce que vous êtes prêt à manifester contre ou pas d'ailleurs? Ou est-ce que vous pensez qu'au contraire, il faille réformer les retraites françaises? Était-ce une priorité de réformer les retraites? Faut-il le faire en janvier? Faut-il repousser l'âge de départ à retraite à 65 ans? Prisca Thévenot. Je pense qu'on l'a dit pendant la campagne des présidentielles, on l'a dit pendant la campagne des législatives, et je le redis aujourd'hui en fin d'année, il ne s'agit pas d'une réforme, autour simplement de l'âge. L'âge n'est pas un totem, l'âge est une modalité. La finalité de cette réforme, c'est de venir combler des manquements qui existent dans le système actuel. Et je trouve ça assez étonnant qu'on ne soit pas capable de débattre de cela. Oui, il s'agit de réformer pour mieux prendre en compte les pénibilités, pour mieux prendre en compte les carrières longues, pour mieux prendre en compte l'égalité femmes-hommes dans les réformes des retraites. Mais c'est pour ça que je prends le temps effectivement de le dire et je vous en remercie. Et ensuite, il faut se dire, tout cela, pour combler, il faut pouvoir le financer. Alors, soit on choisit de financer en taxant plus les Français, en imposant plus ceux qui travaillent, ou en baissant les pensions de retraite. À cela, nous sommes, la majorité opposée. Maintenant, si les oppositions nous disent, on a d'autres moyens pour financer, qui sont des moyens pérenne, efficace, pas dogmatique. Travaillons-le. Encore une fois, ce projet de réforme des retraites va passer par l'Assemblée nationale. Et c'est pour ça que je le disais en début d'émission. J'espère que sur ce texte, nous pourrons non pas être dans une opposition presque systématique, mais dans une construction. Et c'est pas un vieux pieu. On a réussi à le faire. On a réussi à le faire sur le texte des énergies renouvelables. Jeudi soir, nous avons réussi à le faire aussi sur des amendements, sur des sujets très précis. Par exemple, sur le droit des femmes, avec ce fabuleux moment que nous avons vécu à l'Assemblée nationale, avec la mise de l'IVG, du droit de l'IVG dans la Constitution. Je pense que nous pouvons y arriver, avec des débats qui seront sûrement très durs, très denses, très intenses. Mais si c'est pour construire une politique publique qui dépasse simplement ce mandat-là, eh bien, j'ai envie de dire, c'est pour ça que les Français ont demandé de la pluralité politique. Eh bien, justement, on va la mettre à l'honneur, cette pluralité politique, puisqu'on est là pour en débattre avec nos autres invités. Alors, vous avez entendu l'offre, en tout cas la proposition de votre collègue député Prisca Thévenot, qui représente la majorité. À quelles conditions seriez-vous prêt, vous qui représentez la France Insoumise, Ségolène Ammiot, à voter une réforme des retraites proposée par ce gouvernement? Eh bien, justement, à condition que 65 ans ne soit pas l'âge des retraites, l'âge de départ des retraites. En retraite, j'entends que les Français aujourd'hui et la moitié des gens les plus pauvres sont déjà décédés à l'âge de 65 ans, lorsqu'il est temps de partir en retraite, puisque l'âge de décès est à 62 ans. Moi, je trouve ça triste, en fait, de mourir avant d'arriver à l'âge des retraites. Je pense qu'il y a d'autres leviers, effectivement, sur lesquels on peut appuyer. Aujourd'hui, la caisse est bénéficiaire, la caisse de retraite est bénéficiaire. Donc, effectivement, si on veut prendre en compte les carrières longues, les carrières pénibles, le fait qu'effectivement, entre hommes et femmes, on n'ait pas les mêmes capacités physiques aussi, et que effectivement, tout au long de sa carrière, on a des choses, de par les grossesses, de par les naissances, des besoins différents. Par contre, effectivement, 65 ans, ce n'est juste pas entendable du tout. On a d'autres leviers, notamment sur les taxations, effectivement, mais pas forcément que des Français, mais aussi des employeurs. Revenir sur certaines ristournes fiscales qui permettraient de financer. Il y a eu beaucoup de ristournes fiscales. Ces ristournes fiscales, c'est du manque à gagner pour nos caisses. Il faut bien le garder en tête. Donc c'est bien beau de faire des cadeaux aux entreprises. Il y a un moment où il faut les impôts, en tout cas, pour financer de meilleures retraites. Pas forcément que les impôts. Revenir sur des taxes, sur des cotisations qui ont été supprimées. Il y a des cotisations supprimées. Revenir dessus, c'est pas un gros mot non plus. Et faire des cadeaux à ceux qui n'en ont pas besoin, ça va finalement coûter des années de vie aux gens, parce que c'est ça ce que ça signifie derrière. Et justement, Pierre-Romain Thionnet, pour le Rassemblement national, ce serait quoi une bonne réforme des retraites? En effet, déjà pas une réforme qui part du postulat que le système est en déficit, parce que c'est ce qui est faux. Et donc là, c'est ce qu'on conteste depuis le départ. Le gouvernement il donne 65 ans, après il dit qu'il ouvre la porte à 64 pour lâcher du lest de ce côté-là, pour
des questions aussi d'opinion publique. Mais le débat de fond, c'est est-ce que ce système a besoin d'être revu de fond en comble parce qu'il est déficitaire? La réponse c'est non. Donc il n'y a pas besoin de réforme pour vous? Non, il y a besoin il y a plusieurs éléments sur lesquels, bien sûr, des leviers très importants sur lesquels il faut jouer, et on pourra en parler après sur notamment la démographie et la productivité. Mais en revanche, sur le fond du débat, le gouvernement, la majorité part d'un postulat qui est faux et manipule l'opinion sur ce sujet. Génial. Bien sûr. Mais quand moi, on lit le rapport du corps, en tant que femme, oui, je vous le dis, il faut qu'on puisse prendre mieux en compte l'égalité femmes-hommes au moment de la retraite, parce que oui, c'est pour ça que je vous rejoins, madame. Là, on parle de mesures internes de la Eh ben non, c'est les raisons précises pour lesquelles on veut faire cette réforme. Le postulat de départ, le déficit, je pense que vous mentez sur ce sujet-là. Qu'il y a une inégalité au moment de la retraite pour les hommes et les femmes. Je parle du déficit, du postulat de départ de cette réforme, qui est le seul élément de la campagne d'Emmanuel Macron d'ailleurs. Sur le fond, quand on lit le rapport du corps, qui est le Conseil d'orientation des retraites, j'ai oublié le premier mot, qu'est-ce qu'il nous dit? Nous sommes, pour l'instant, nous n'avons pas de déficit en 2023. 2023, il y aura un moment de déficit et cela va se rééquilibrer à partir de 2030, notamment à partir de la décennie 2030. Entre-temps, ce déficit, il est de 0,5% on demande au du PIB. Rassemblement national de nous lever des prêts? Non, on va vous donner des conseils sur des mesures. Vous êtes cabinet de conseil maintenant, c'est super. On notamment sur les endroits où on peut faire des économies importantes. On a énormément de choses à développer de ce côté-là. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait à l'Assemblée nationale. Vous êtes banquier, conseiller et conseil. Je crois que vous avez certaines leçons à prendre, en effet. On peut vous les donner. Je dis très simplement, monsieur, je le dis très simplement. Encore une fois, je trouve ça assez lunaire que de me dire que on a lu le rapport du corps, qui effectivement dit que nous sommes excédentaires sur la caisse aujourd'hui et nous l'étions l'année dernière. Je suis d'accord avec vous. Mais l'intérêt d'un livre ou d'un rapport, quel qu'il soit, c'est de le lire jusqu'au bout. Et que oui, nous allons avoir une passe extrêmement importante à partir de laquelle, c'est-à-dire l'année prochaine, où nous allons être déficitaires. Alors vous me dites oui, dans des années très lointaines, ça va revenir. Mais on fait quoi entre-temps? Le rôle d'un politique, c'est d'être responsable. C'est d'être responsable et d'être capable de dire que nous devons protéger au-delà du mandat pour lequel nous sommes élus. Et c'est ça l'enjeu. Et au-delà de ça, je vous le redis encore une fois, en tant que femme, oui, il n'est pas normal qu'aujourd'hui, une femme qui part en retraite est dans un système inégalitaire pour elle. Vous parliez très justement, madame, tout à l'heure des grossesses. Je peux vous parler aussi du congé parental qu'il faut pouvoir prendre en compte dans le calcul des retraites. Je vous parle aussi de la pension minimale qu'il faut revaloriser. Je vais vous regarder encore une fois, vous n'allez pas être contre moi. Donc, je vous le dis de façon très claire, là, je ne comprends pas. Autant je peux comprendre ma collègue de gauche sur peut-être les modalités de financement, et là je pense que nous devons en discuter. C'est de ça qu'on va parler dans un instant. Mais voilà, mais quand vous me dites, vous, au Rassemblement national, que c'est un mensonge que de vouloir réformer ce système de retraite parce que tout va bien dans le meilleur des mondes, je pense qu'encore une fois, vous vous trompez largement. Alors justement, on va en parler dans un instant, puisque la question, on pourrait la résumer comme suit. Qui doit passer à la caisse si on améliore les retraites des uns sans baisser celles des autres, quel que soit l'âge de départ à la retraite? On va en parler dans un instant avec nos invités, avec vous qui nous écoutez sur Sud Radio. 0826 300 300. Vous nous appelez, que vous soyez à la retraite ou non, que vous projetiez de prendre votre retraite ou pas. Vous nous appelez, on vous donne la parole. On est avec Prisca Thévenot pour Renaissance, Ségolène Amiot pour la France Insoumise et Pierre-Romain Thionnet pour le Rassemblement National. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, le débat de la semaine. La réforme des retraites va-t-elle bloquer le pays à la rentrée des vacances d'hiver? C'est une des questions qu'on pose à nos trois invités qui sont dans le studio de Sud Radio. Prisca Thévenot, députée Renaissance du département des Hauts-de-Seine, Ségolène Amiot, députée France Insoumise NUPES de la Loire-Atlantique, Pierre-Romain Thionnet, président des Jeunes du Rassemblement National. Tout le monde était à peu près d'accord sur le fait qu'il fallait améliorer les retraites de certaines personnes. Maintenant, comment on finance une augmentation des retraites de certaines personnes? Prisca Thévenot, quelle est votre solution? Le report de l'âge de départ à la retraite, c'en est une. Oui, tout à fait. L'augmentation des cotisations, c'en est une autre? Non. Non, je le redis encore une fois, je pense pas qu'aujourd'hui le débat c'est de taxer plus et taxer qui plus. Vous parliez de tout à l'heure, chers collègues de la NUP, de taxer plus les entreprises. Moi, je suis pas d'accord parce que ça peut paraître effectivement comme ça alléchant et facile, mais en réalité taxer plus les entreprises, c'est les empêcher aussi plus d'embaucher. Et nous le savons aujourd'hui, quel meilleur moyen que de vivre pleinement sa vie que de pouvoir avoir un travail. Alors après, on peut discuter
augmenter des salaires. Mais en voulant taxer plus les entreprises, il ne s'agira pas de discuter de comment augmenter les salaires, mais comment trouver un salaire. Donc c'est pour ça, encore une fois, je trouve que il peut y avoir des solutions alléchantes, très rapides à mettre en place, mais qui peuvent avoir des effets contre-productifs à terme. Mais, je l'entends, continuons à travailler sur ces modes de financement, continuons à débattre de cela. Et j'espère qu'à l'Assemblée nationale, quand le texte arrivera, nous ne serons pas dans une opposition telle qu'on a pu l'avoir sur d'autres textes dogmatiques, mais vraiment sur ce débat constructif tel que typiquement nous pouvons l'avoir ce matin sur ce plateau. Une réforme des retraites 149.3, c'est possible ou pas ? C'est souhaitable. Je le dis très honnêtement. Vous savez, le 49.3, en dehors du texte budgétaire qui, je le rappelle, encore une fois, c'est un budget, c'est un temps précis législatif. Mais de façon globale, nous, parlementaires, quelque bord que ce soit, nous ne voulons pas que le 49.3 soit là. Et pourtant, il est là. Quand vous dites que sur c'est le budget, qu'il n'arrive je pas, le ça veut redis dire que encore ça une reste fois. possible. Je peux le redire 20 fois et je le redirai 50 fois. Sur le budget que les oppositions ne votent pas, je trouve ça, c'est comme ça. Et d'ailleurs, ils l'ont annoncé dès le mois d'août alors que le texte n'est pas arrivé. Donc on peut refaire le débat, je pense que ça n'avance rien aujourd'hui. En revanche, avançons et regardons devant. Nous sommes en fin d'année aussi. Enfin, j'aimerais juste rappeler quelque chose. Nous sommes en fin d'année. Le moment de la fin d'année, c'est aussi le moment de faire le bilan des mois qui viennent de se passer et de porter des ambitions sur les mois qui vont arriver. Et de prendre des bonnes résolutions, exactement. Et je le redis encore une fois, au mois de juin, les Français nous ont adressé un message clair, net et précis. Nous voulons de la pluralité politique. Nous voulons que cette pluralité politique existe à l'Assemblée nationale. Elle est là. Faisons maintenant en sorte, et j'en prends toute ma part, que cette pluralité politique ne nourrisse pas des guerres partisanes d'ego, mais bien des actions politiques précises. Nous avons des textes importants qui arrivent, débattons-en au Parlement. Eh bien, c'est le moment de le faire sur Sud Radio. Pierre-Romain Thionnet, où cherchez-vous l'argent pour financer l'amélioration des retraites de ceux qui sont privés d'une bonne retraite ? J'en parlais tout à l'heure, je crois que nous avons une vision cohérente et globale du système de retraite. En l'occurrence, pour le Rassemblement national. Bien sûr, il y a deux leviers importants qui sont la démographie. On sait qu'en France, il y a une dégradation du nombre d'actifs par rapport au nombre de retraités. Donc là, c'est la question de la démographie. Là, il y a des actions, mais plutôt de long terme à faire. Oui. En l'occurrence, Marine Le Pen en a parlé longtemps pendant la campagne présidentielle sur une politique de natalité. Et là-dessus, le gouvernement, on n'entend pas. Pour lui, c'est un sujet tabou, la politique familiale, la politique de natalité. Sujet fondamental. Mais peut s'arrêter là-dessus, d'ailleurs, je vais vous redonner la parole. Parce que précisément, imaginons qu'il y ait de plus en plus d'enfants qui naissent en France. Demain, ils cotiseront quand ils travailleront pour les retraites de leurs parents ou grands-parents. Oui. Et donc, du coup, on aura moins de déficit. Sauf que pour le coup, il faut attendre qu'ils travaillent. Donc, si vous augmentez la natalité, il faut attendre qu'ils aient à minima 18 ans. Donc, ça veut dire que vous n'améliorez pas le problème avant 18 ans. C'est ce que je dis. Là, c'est un problème plutôt de long terme, mais je pense que c'est quand même un déficit à régler important. Ensuite, le deuxième levier pour nous fondamental et sur lequel, en effet, on en a déjà parlé à un autre moment, le gouvernement n'agit pas. Et le bilan est négatif. Et depuis 2017, c'est la productivité du travail. En 2021, la productivité a baissé de 3%. C'est un record. C'était jamais arrivé depuis 20 ans, sous Emmanuel Macron. Alors, en l'occurrence, la productivité, c'est la quantité de richesse qu'on produit. Donc, c'est le niveau des salaires. Donc, ce sont les cotisations. Alors, quand on a une dégradation du nombre d'actifs par rapport aux retraités, il faut que le gâteau, la part de gâteau augmente au niveau des actifs. Et là, on peut jouer sur la productivité. Excusez-moi de me porter en faux. Cours d'économie dans un instant. En termes de productivité, nous sommes les champions d'Europe en France. Certes, en 2021, on a connu quand même une période un peu délicate qui était un petit peu liée au Covid, soyons honnêtes, et c'est réellement quelque chose qui a été observé partout et qui est clairement lié à la situation liée au Covid. Par contre, il ne faut vraiment pas oublier que nous restons les champions du monde en termes de productivité en France. Donc, la productivité, on rappelle, c'est la quantité de richesse produite en un certain temps. En un certain temps, exactement. Ou une journée de travail. Et notamment depuis qu'on est passé aux 35 heures, les Français en fait ont augmenté leur productivité par cette réduction de temps de travail. Donc il y a un moment là-dessus, on peut pas mentir aux gens. Ils sont extrêmement productifs. Ils sont extrêmement productifs. Après, il y a d'autres leviers. Il y a d'autres leviers qui sont, quoi qu'il arrive, effectivement, donc la cotisation. Mais la cotisation sur quoi ? Sur les salaires, sur les cotisations donc patronales, et il y a la cotisation sur les salaires si on augmente les salaires. Si on ramène les salaires des femmes
exactement à égalité de ceux des hommes. Rien que là, on arrive à financer non seulement les retraites, mais plein d'autres choses. Juste ça, rétablir l'égalité entre hommes et femmes. Exactement. Et vraiment rétablir l'égalité entre hommes et femmes d'un point de vue salarial, et notamment sur les hauts salaires. Alors là, tout d'un coup, bizarrement, il y aura de l'argent. Parce qu'en augmentant les salaires, on augmente les cotisations. Bien sûr que ça peut se faire du jour au lendemain. Déjà, en étant réellement sévère sur notre politique d'égalité homme-femme. En allant effectivement mettre des amendes records aux entreprises qui ne jouent pas le jeu. Et finalement, pousser effectivement à ce que enfin les salaires de ces dames soient les mêmes que celles de ces messieurs. Plus gros salaire, plus grosse cotisation et donc meilleur équilibre du système des retraites. Pourquoi pas? Revenons avec vous aussi, Pierre-Romain Thionnet, sur la productivité. Comment vous voulez augmenter la productivité des Français, c'est-à-dire la production, la quantité de richesse produite en un certain temps par les Français? Là, c'est le problème de la création des emplois qui se passe sous le gouvernement depuis le mandat précédent. C'est notamment des créations d'emplois dans des emplois qui sont très peu productifs. En l'occurrence, il y a eu extrêmement peu de création d'emplois dans les secteurs productifs, notamment le secteur industriel. Et c'est tout ce qu'on reproche au gouvernement et à ceux précédents d'avoir abandonné notre industrie, d'avoir vendu notre industrie à la découpe, d'avoir délocalisé nos emplois. Tout cela, ça se paye aujourd'hui sur notre système de retraite. Et là, on le voit aujourd'hui, tous les grands ensembles économiques mondiaux font une relance extrêmement importante dans leur système productif. Je pense que Macron était aux États-Unis il y a quelques jours avec Biden. Et qu'est-ce qu'a fait Emmanuel Macron? Il a supplié le président américain, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez aussi ne pas concerner les entreprises européennes dans votre plan de relance, dans votre protectionnisme. Mais c'est à la France de faire du protectionnisme, c'est à la France d'aller convaincre l'Union européenne de faire du protectionnisme. Et là, on pourra investir dans des emplois productifs, on pourra créer des emplois productifs dans notre industrie. Je crois que ce n'est pas une priorité du gouvernement. Prisca Thévenot. Dans quel monde vivez-vous? Dans le monde en 2022 où le protectionnisme redevient la règle. Je pense que je vous ai écouté sagement. Vous m'avez posé une question. Je pense que c'était une question rhétorique et vous le savez très bien, vous maîtrisez très bien la langue française. Enfin, je l'espère au Rassemblement National. Tout le monde parle français ici, évidemment. Donc, je vais le dire de façon très claire. Depuis 2017, effectivement, nous sommes sur un constat que nous devons effectivement rattraper tout ce qui a été fait sur la désindustrialisation du pays. Et la crise Covid nous l'a rappelé d'autant plus fort. Et je le dis très simplement. Oui, par exemple, sur le domaine de la pharmacie, nous n'avions pas les 10 médicaments les plus utilisés par les Français produits en France. Nous avons réinvesti massivement, et notamment avec l'action très forte d'Agnès Pannier-Runacher qui était en charge de ce dossier. Donc oui, c'est un sujet, mais que nous ne découvrirons pas comme vous êtes en train de le faire aujourd'hui en 2022. Nous l'avons pris à bras-le-corps depuis 2017. Nous n'avons jamais autant créé d'emplois industriels que sur le quinquennat précédent et nous continuons à le faire. Donc je veux bien faire de l'esbrouf comme ça, mais je pense qu'il faut parler des réalités du terrain. Ensuite, quand vous me dites oui, mais il n'y a pas assez de productivité, etc. Je pense que ma collègue parlementaire, qui n'est pas du même groupe politique que moi, vous l'a rappelé très justement, je pense qu'il faut partir de constats vrais pour pouvoir avoir des débats posés. Non, ce n'est pas vrai ce que vous dites sur la productivité. Ensuite, quand indirectement, monsieur, vous êtes en train de dire... Indirectement, vous êtes en train de dire qu'il y a certains emplois qui participent plus à la croissance de la France et à la richesse du pays par rapport à d'autres emplois. Je ne suis pas d'accord. Tous les Français qui travaillent en France participent à la richesse du pays. Mais il est vrai que nous devons accentuer... Non, je réponds à ce que vous dites. Non, il est vrai qu'il faut accentuer un certain nombre d'emplois, notamment dans le milieu industriel, et faire de ces filières des filières d'excellence, notamment au travers de l'apprentissage et des filières de formation que nous devons accentuer. C'est tout l'objet de France 2030. Ségolène Amio pour la France Insoumise. Oui, je pense que je suis pas complètement d'accord avec tout. Je pense qu'effectivement, il faut de l'emploi, il faut recréer de l'emploi, mais surtout arrêter d'en détruire. Il y a beaucoup d'emplois qu'on détruit. Un des premiers employeurs de France, c'est la France, tout simplement. On avait un corps de fonctionnaires assez large, notamment dans nos hôpitaux, notamment dans nos écoles. Et plus ça va, et plus nous avons affaire à des contractuels, des gens qui ne sont plus fonctionnaires, des métiers qui sont de moins attractifs, du coup qui recrutent de moins en moins. On a toutes les peines du monde à recruter des enseignants partout aujourd'hui. On a toutes les peines du monde à recruter des infirmières. On a recours à des contractuels, mais ce sont des contractuels, donc des situations précaires, des gens qui ne restent pas, des gens qui vont forcément
forcément voir pour d'autres formations des reconversions professionnelles. Donc là aussi, on a des problèmes. Donc réembaucher des fonctionnaires aussi pour aider le système des retraites, puisque c'est quand même l'objet de ce débat. Bien sûr, et non seulement que le système des retraites, mais quand on parle des retraites, on parle des personnes qui sont vieillissantes, des gens qui ont besoin d'aide, des gens qui ont besoin d'être accompagnés dans leurs vieux jours. Et là encore, on a besoin de monde pour ça. Et il faut arrêter de se voiler la face sur le fait qu'on va se soigner tout seul. Ce ne sont pas des machines qui vont nous soigner, qui vont nous aider à nous lever, qui vont nous aider à nous nourrir, à nous laver, à nous habiller. On a besoin d'humains pour tout ça. On a besoin d'humains pour enseigner aux enfants. On a besoin d'humains. Et on là, a le droit d'automatiser aussi certaines tâches qui sont plus efficaces lorsqu'elles sont automatisées. Probablement, effectivement, s'il y en est. Mais pour ce qui est du soin à la personne, aujourd'hui, on aura du mal à remplacer les humains par la machine. Et je pense que quand bien même on y arriverait, ce ne serait pas souhaitable. Le mot de la fin, peut-être avec vous, pour le Rassemblement national, davantage de fonctionnaires ? Je crois qu'il y a certains secteurs, en effet, et là-dessus, il y a eu une guerre idéologique qui a été menée contre l'idée de fonctionnaires, contre l'idée du service public pendant des années par les différents gouvernements libéraux, néolibéraux. Mais en l'occurrence, on a bien vu pendant la crise Covid sur le système de santé, évidemment, il y a un besoin très important de soignants, d'infirmières. Et là-dessus, l'investissement par le gouvernement n'est pas suffisant. Et donc, vous votez contre le budget. C'est marrant, vous voyez Bien sûr. Je me permets 2 secondes. Mais c'est votre politique générale qu'on conteste. Je me permets effectivement on n'a pas eu à le voter, en fait. On n'a pas pu le voter, le budget, donc on ne peut pas nous reprocher quoi que ce soit. Et du coup, ça s'agace parce que là, je mets le doigt sur quelque chose qui est pas très agréable. On a eu 10-49-3. On n'a pas pu le voter. Je vous le dis on clairement. n'a pas pu le voter. Je vais finir ma phrase. Mais non, mais alors là, on peut pas. Vous pouvez pas dire ça. Vous allez répondre. Je vous le dis concrètement, et désolée madame, mais je m'adressais surtout au Rassemblement national, je vous le dis très clairement, le budget dont on parle là, et qu'effectivement nous sommes obligés de passer par les outils législatifs qui sont à notre disposition, c'est pour justement financer tout ce que vous êtes en train de pointer du doigt. Et vous aviez dit, avant même que le texte soit arrivé au sein du Parlement, au mois d'août, personne ne siégeait à l'Assemblée nationale. Le texte n'est né même pas en Conseil des ministres, que le Rassemblement national et une partie des oppositions nous ont dit on veut pas savoir ce qu'il y a dedans, on votera contre. Eh bien c'est dommage, vous venez de montrer que c'est tout à fait dommage. On savait ce que vous alliez présenter donc maintenant vous êtes voyant. Sur l'hôpital public. Vous êtes banquier voyant, vous investissez depuis des années et ça allait être encore le cas pour 2023. Non, par contre, il faut être très très honnête sur le fait que oui, il y a des financements dans ce budget. Heureusement, il n'est pas à zéro. Pour autant, les financements sont largement insuffisants, ne couvrent pas l'inflation. Donc en fait, on est sur des réductions de budget dans les faits. Et du coup, on est effectivement sur des services publics qui devront encore se serrer la ceinture. Donc non, on ne peut pas être complètement honnête en disant qu'on augmente les budgets, qu'on prévoit plus d'emplois. Au contraire, c'est l'inverse qui se passe. Je vous propose qu'on parle d'un autre budget, celui des 67 millions de Français qui nous écoutent peut-être sur Sud Radio. Comment améliorer le pouvoir d'achat des Français en cette période des fêtes et de vacances, période de dépenses rituelles, si j'ose dire. On en parle avec vous aussi au 0826 300 300 et nos 3 invités dans un instant sur Sud Radio. Tout de suite. Sud Radio, le débat de la semaine. Quelles sont les dépenses qui sont les plus impactées par l'inflation ? Vos dépenses pour ces vacances de Noël, est-ce que ce sont vos dépenses de loisirs ? Est-ce que ce sont vos dépenses de cadeaux, tout simplement ? Ça, c'est la question qu'on vous pose sur le Twitter de Sud Radio. Un point sur la tendance dans un instant. On en débat aussi avec nos 3 invités. Prisca Thévenot pour Renaissance, Ségolène Amiot pour la France Insoumise, Pierre-Romain Thionnet, président des Jeunes Rassemblements National des vacances de Noël qui ont commencé aujourd'hui à l'heure du serrage de ceinture contraint et forcé, qu'on peut constater, j'imagine, aussi dans chacune de vos circonscriptions. En tout cas, ça doit être votre cas aussi, Ségolène Amiot. C'est le cas aussi chez moi. J'ai eu la grande tristesse de lire que un Français sur 5 n'allait pas faire de cadeaux de Noël cette année, qu'un sur 2 allait offrir des cadeaux de seconde main. Alors là, je vais vous avouer une chose, c'est que l'écologiste en moi est plutôt contente que les gens se tournent enfin vers la seconde main. Mais que ce soit contraint et forcé pour des raisons seulement financières, là, ça me fend le cœur. Ça me fend le cœur parce que ce n'est pas les fêtes de fin d'année que les gens veulent passer. Ça veut dire que s'ils font des efforts sur les cadeaux, ils font des économies et des efforts aussi sur le repas. Ils vont faire des efforts et des économies sur à peu près tout. Et là, effectivement, moi, ça m'interroge. On est qu'au tout début de la vague de froid de l'hiver. Vraiment qu'au tout début. Je ne suis pas Madame Irma, je ne suis pas voyante, mais je me doute très bien que le mois de janvier, le mois de février vont être très durs, vont être très froids.
et que les gens sont déjà au minimum, se chauffent à peine quand ils se chauffent. Et concrètement, je suis effarée de voir encore aujourd'hui à la rue, enfin même encore ce matin, j'ai croisé pas moins de 10 personnes qui manifestement dormaient dehors la nuit dernière. Ce qui était malheureusement le cas les nuits de l'année précédente et d'il y a 2 ans ou d'il y a 3 ans, et ça c'est un fléau que de toute façon malheureusement on n'arrive toujours pas à éradiquer en France. Exactement. Par ailleurs. Alors justement, on posait cette question sur le Twitter de Sud Radio. Est-ce que cet hiver, l'inflation va peser sur votre budget de vacances? Vous répondez oui à 5%, cadeau 7%, les deux 70% d'entre vous sur le Twitter de Sud Radio. Effectivement, c'est une période d'économie budgétaire, y compris pour chacun des Français. Comment et puis on peut y faire face, Prisca Thévenot? Effectivement, nous avons une période très compliquée parce que nous sommes face à une inflation qui dure maintenant. Les Français effectivement font énormément d'efforts et ça, il faut le souligner, vous le rappeliez. Mais nous, en tant que politiques, nous avons aussi ce devoir de pallier à ces augmentations, à cette inflation. Nous avons mené un certain nombre de politiques publiques depuis le début, c'est-à-dire depuis l'année dernière, pour pouvoir protéger le pouvoir d'achat des Français. Alors là, je ne vais pas faire la liste de toutes les mesures qui ont été mises en place, puisque vous les connaissez déjà et les Français les connaissent. Le bouclier tarifaire, les ristournes à la pompe, mais également les primes énergétiques, les chèques énergie, dont certains ont pu avoir l'arrivée ce mois-ci. Mais nous devons continuer à agir. Il ne s'agit pas là pour moi de venir vous comparer les taux d'inflation de la France par rapport aux autres pays. Ça serait indécent de ma part. Ça serait indécent. Nous sommes à une période où nous avons besoin de nous retrouver en famille, entre amis, au chaud dans un foyer. Donc je dis simplement que oui, nous les politiques, nous prenons la mesure de ces sujets-là, nous agissons pour protéger du mieux possible et nous devons continuer à agir. C'est pour ça par exemple que là, effectivement, la ristourne à la pompe telle que nous la connaissons depuis quelques mois va bientôt prendre fin et un mécanisme peut-être plus ciblé pour celles et ceux qui en ont le plus de difficultés va être mis en place et a été annoncé par Elisabeth Borne. Nous devons continuer sur cela et loin de moi l'idée de venir faire des polémiques qui ne servira à rien. Pierre-Romain Thionnet. Oui, la situation là, est très compliquée en ces fins d'année, qui sont des moments de fête, de retrouvailles, de joie. Mais il faut quand même souligner que ces sacrifices viennent s'ajouter à des sacrifices qui ont lieu tout au long de l'année. Et que la question du pouvoir d'achat, elle est déjà vieille, mais elle s'est particulièrement accentuée ces derniers mois, ces dernières années. Donc là, il faut quand même tout de même insister là-dessus. Ensuite, Madame Thévenot parle des mesures prises. Bien sûr, je suis obligé aussi de parler des mesures qui ne sont pas prises. Et Marine Le Pen a fait campagne. Bien sûr, Marine Le Pen a fait campagne sur ce sujet. Elle l'a mis en avant pendant la présidentielle sur le pouvoir d'achat, avec une mesure quand même qu'on continue à défendre et qu'on vous propose de reprendre à votre compte, qui est celle de supprimer la TVA sur les 100 produits de première nécessité, de faire un panier avec les produits alimentaires de base qui sont les plus consommés et qui sont frappés de plein fouet par l'inflation en ce moment. Que ce soit les pâtes, le riz, certains produits d'hygiène, mais également. Vous allez tous les deux répondre. Toutes les deux répondre. Les Français, énormément de Français aussi ont des animaux de compagnie et il y a eu énormément d'articles de témoignages sur l'explosion des prix de l'alimentation pour leurs animaux. C'est quelque chose de très important. Supprimer aussi la TVA sur les croquettes, par exemple. Bien sûr. Alors pour les gens qui n'ont pas d'animaux, ça peut paraître anodin, mais c'est une question fondamentale. En tout cas, ça reste une dépense dans le budget des Français. Donc toutes ces questions, c'est supprimer cette TVA. Les taxes sur la consommation. C'est les supprimer sur un panier de 100 produits de première nécessité. Bruno Le Maire avait dit que c'était une solution envisageable il y a 3 ans. Alors aujourd'hui, le gouvernement fait comme si c'était une solution qu'on ne pouvait pas prendre, mais Bruno Le Maire l'avait envisagé au moment du grand débat qui suivait les Gilets jaunes. Donc nous, on invite le gouvernement à nous suivre sur cette solution. Et en tout cas, Bruno Le Maire n'est pas insoumis, mais vous, oui, Ségolène Amiot, et pourtant vous ne voulez pas baisser la TVA sur les produits de première nécessité. La TVA, il ne faut pas oublier que c'est de la recette pour l'État. Donc ça signifie que si on la baisse, si on se prive de cette recette, on va encore avoir moins de services publics à terme. Donc c'est pas du tout l'objectif. Par contre, on peut bloquer certains prix, notamment, et on l'a déjà connu, le prix réglementé de l'électricité, on l'a connu. Aujourd'hui, on est dans un système ubuesque où on contraint EDF à vendre une partie de sa production finalement à perte, voire même à la racheter aujourd'hui auprès de ses concurrents. Donc on est dans un système totalement mais vraiment absurde dans notre système électrique aujourd'hui en France. Donc on peut déjà revenir à un système un peu plus logique et surtout avec un tarif réglementé de l'électricité où là déjà on n'aurait plus ce problème de commerçants qui sont obligés de fermer boutique pour pouvoir simplement payer leurs factures. Ça c'est une première chose. Deuxième chose, on peut aussi aller vers des choses qui sont effectivement de l'ordre. Je sais que ma collègue ne sera
sera pas d'accord, mais bloquer les prix des produits, ou du moins de certains produits de première nécessité, ça c'est juste effectivement un impératif d'être certain que tout le monde puisse se nourrir à minima. Là-dessus, vous seriez pourquoi pas, en tout cas, d'accord pour que la dépense soit bloquée, qu'elle n'augmente pas, voire qu'elle baisse pour les Français. En revanche, c'est pour tous les Français. Surtout, c'est pour tous les Français, parce que finalement, venir dire on va faire un petit chèque aux plus gros consommateurs de carburant ou de ceci et encore, on ne sait toujours pas comment on va cibler, mais voilà, ça vient nier que le petit sondage que vous venez de faire à l'instant, dire 70% des gens vont faire de vos abonnés sur Twitter vont faire des efforts sur tous les tableaux. Aujourd'hui, c'est vraiment tout le monde qui fait des efforts. Prisca Thévenot, baisser la TVA ou alors bloquer les prix? Alors déjà, j'aimerais juste dire, c'est pas un petit chèque. Cet été, je vais même pas parler de ce qui a été fait l'année précédente parce que nous n'étions pas, en tout cas moi je n'étais pas parlementaire, donc parlons de ce que nous avons voté à l'Assemblée nationale cet été. Cet été, c'est plus de 20 milliards d'euros. C'est pas un petit chèque. Oui, mais dans la poche de chacun et de chacune, ce sont des petits chèques. J'aimerais juste rappeler ça ne couvre même pas la moitié des factures. Je pense qu'on est à la radio, il est important qu'on puisse se parler parce que sinon on n'entend rien. On n'est pas là pour parler juste entre nous-mêmes, mais pour nourrir un débat. Si vous changez d'échelle, c'est sûr que ça paraît très gros. Je veux rappeler quelque chose, madame. Les 20 milliards que nous avons votés, plus de 20 milliards que nous avons votés juste cet été, c'est pas l'argent magique de l'État. Cet argent, c'est l'argent des Français. Donc, je le rappelle encore une fois, dire l'État va payer, c'est en fait les Français qui paient. Donc nous devons être extrêmement précautionneux sur l'utilisation de l'argent de l'État. Et comme à chaque fois que vous faites un cadeau aux entreprises, c'est aussi l'argent des Français. Si, à chaque fois que vous faites un cadeau aux entreprises, que vous faites des ristournes aux entreprises, c'est aussi l'argent des Français. Mais vous pouvez dire ce que vous voulez là-dessus, mais à chaque fois que vous faites des cadeaux aux entreprises, que ce soit des ristournes sur les taxes ou que ce soit des chèques de retour comme le CICE, c'est aussi l'argent des Français. C'est aussi l'argent des Français. Le mot de la fin. Décidément, vous voyez, c'est exactement ce que je venais de dire. C'est exactement. Et si on portait ensemble une ambition pour l'année qui vient? Oui, nous ne sommes pas d'accord sur plein de sujets. Oui, nous ne sommes pas d'accord sur un certain nombre de modalités de politique publique. Mais si nous pouvions enfin accepter quelque chose de basique, les Français nous ont demandé de la pluralité politique. Ils ont voté pour cela. Faisons ensemble d'être capables de nous écouter pour nourrir le débat. Là, ce qu'on vient de vivre ces dernières minutes n'est pas à la hauteur de ce que nous ont demandé les Français. Vous l'utilisez un 49.3. Nous ne sommes pas, et ça recommence, nous ne sommes pas le Rassemblement National, s'il vous plaît. Vraiment. Est-ce que je peux vous poser une question, donc, ma collègue? je le dis de façon très claire, j'aimerais juste répondre à la question qui m'a été posée il y a 5 minutes et à laquelle je n'ai pas pu répondre puisque vous m'avez coupé la parole toutes les 2 secondes. Je le dis encore très clairement, nourrissons le débat, construisons ensemble. Il y a certains sujets sur lesquels nous allons nous retrouver, notamment ça a été le cas sur le projet de loi sur les énergies renouvelables, ça a été le cas sur certains amendements sur les budgets qui sont passés cet hiver et ça a été le cas aussi cet été sur le projet pouvoir d'achat. Donc avançons ensemble, c'est pas pour vous ni pour moi, c'est pas pour Emmanuel Macron ni pour Jean-Luc Mélenchon, ce sont pour les Français. Un mot, Ségolène Amiot. Oui, un dernier mot. Très cher collègue, si nous voulons construire ensemble, dites-moi quelle proposition économique de la France Insoumise vous auriez retenue? Alors, on l'a fait sur les énergies renouvelables récemment. Un tiers des amendements qui sont passés sont des bancs de l'opposition. Ce sera le mot de la fin. Ce n'était pas de l'économie. Si, l'écologie, c'est l'économie aussi, madame, c'est le pouvoir d'achat des Français. Merci à tous les trois d'être intervenus sur Sud Radio. Prisca Thévenot, députée Renaissance des Hauts-de-Seine, Ségolène Amiot, députée France Insoumise NUPES de la Loire-Atlantique, et Pierre-Romain Thionnet, président des Jeunes Rassemblements Nationaux.